Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. La chronique de Julien, c'est le vendredi, un vendredi par mois de midi et demi à 1h30, de 12h30 à 13h30. C'est sur Radio Grand Lac. Maintenant, c'est sur le 92.1 FM et bien sûr toujours sur radiograndlac.com. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. Soyez les bienvenus. J'ai la chance d'avoir face à moi notre Julien Donzel, qui est notre historien en chef. Ça va, Julien? Ça va très bien, et toi, Jean-Pierre? Bah écoute, ça va très très bien quand tu es là. J'aime bien parce qu'on va parler histoire, on va parler de l'histoire de France. Alors, c'est la 3e édition. Tout à fait. On a déjà parlé du bicentenaire de la mort de l'empereur Napoléon Ier. On a parlé de la campagne de France, de la triste campagne de France de mai-juin 1940. Et aujourd'hui, à quelques jours du 14 juillet, Julien, tu vas nous parler du 14 juillet. Du 14 juillet, ça tombe quand même bien. Donc, l'histoire des 14 juillet depuis 1789, que célèbre-t-on exactement lors de la fête nationale? Écoutez, nous allons apprendre ça. C'est une autre histoire. Julien, c'est parti sur Radio Grand Lac 92.1 FM, radiograndlac.com. Raconte-nous tout ce que tu sais, apprends-nous tout ce que tu sais sur le 14 juillet et la fête nationale française. Eh bien, merci Jean-Pierre de me donner pour cette 3e fois l'opportunité de m'adresser aux auditeurs de la Radio Grand Lac pour parler d'événements, petits ou grands, qui ont marqué notre histoire. L'histoire avec un grand H, et puis parfois la petite histoire qui compte aussi. Et aujourd'hui, donc comme tu l'as dit, nous allons nous replonger dans une époque, on va dire, mouvementée, qui est celle de la Révolution française. C'est le moins qu'on puisse dire. Qui a changé, bien sûr, qui a changé la France, l'Europe et plus largement le monde. Et nous allons revenir plus particulièrement sur le 14 juillet, qui est, comme tu l'as indiqué, notre fête nationale. Alors le 14 juillet, c'est bien sûr un jour férié. Tout le monde en profite. C'est aussi le jour où les armées défilent sur les Champs-Élysées. Nous pourrons le voir en direct à la télévision pour ceux qui aiment ce type de défilé. Il y aura aussi les feux d'artifice pour les communes qui ont la chance d'avoir un feu d'artifice cette année. D'ailleurs, je crois que dans le bassin aixois, il y en aura quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Du côté d'Entrelac, oui. Bourget-du-Lac. Voilà. Bourget, Aix-les-Bains. Voilà. Et c'est aussi l'occasion pour le président de la République de parler aux Français lors de la traditionnelle interview. C'est toujours une machine très bien rodée. Il y avait également, jusqu'à quelques années en arrière, la Garden Party à l'Élysée. La Garden Party de voilà. l'Élysée. Et nous allons voir donc pourquoi est-ce qu'on célèbre le 14 juillet. Et ce 14 juillet, il s'inscrit dans un cycle historique qui est celui de la Révolution française, que tout le monde connaît. Cycle historique qui s'est achevé en 1815 avec la chute de Napoléon et le retour de la monarchie. C'est l'époque de la Restauration, le retour des rois. Mais quels événements se cachent derrière le 14 juillet ? Pourquoi cette date elle est devenue presque légendaire? D'ailleurs, est-ce que vous savez que 1789, c'est un marqueur historique fondamental qui plonge le monde dans l'époque contemporaine? En histoire, en fait, on peut reconnaître 4 périodes. Donc, l'époque contemporaine, en 1789. Et les 3 autres périodes, c'est l'Antiquité, moins 3000 avant Jésus-Christ, c'est la création de l'écriture. Le Moyen-Âge, avec la chute de Rome en 476. Et l'époque contemporaine, l'époque moderne, 1492, qui est, Jean-Pierre? La Petit chute piège. de Grenade. Très bien, Jean-Pierre. Si les souvenirs sont bons. Parce que généralement, quand on parle d'époque moderne et de 1492, la plupart des gens pensent que c'est la découverte des Amériques, voilà, par Christophe Colomb, mais en fait, c'est bien la chute de Grenade et la fin de la Reconquista. Moi, j'ai appris aussi que cette époque moderne commençait en 1453 à la chute de l'Empire romain d'Orient. Oui, c'est la chute de Constantinople. La chute de Constantinople. Donc, il peut y avoir plusieurs dates, tout à fait. Savez-vous également que l'on ne célèbre pas un, mais 2 14 juillet? Alors bien sûr, le 14 juillet, tout le monde le sait, c'est la chute de la Bastille en 1789, mais c'est aussi et surtout, j'ai envie de dire, le 14 juillet 1790, avec un événement que l'on a un peu oublié, qui s'appelle la fête de la Fédération. Le 14 juillet, il a été instauré fête nationale par une loi qu'on appelle la loi Raspail du 6 juillet 1880, qui est intitulée « Loi ayant pour objet l'établissement d'un jour de fête nationale ». Et cette loi ne précise pas à quel 14 juillet on fait référence. Elle indique simplement dans son article unique « La République adopte le 14 juillet comme jour de fête nationale ». Et c'est tout. Pourtant, en France, on a pourtant l'habitude des textes de loi à rallonge, et pour notre fête nationale, seulement 11 mots ont suffi. Peut-être qu'il fallait pas trop en dire, qu'il fallait rester flou. Mais bon, nous allons voir pourquoi.
Alors pourquoi la date du 14 juillet ? Elle a fait aussi l'objet de débats entre les députés. Donc les uns voulaient fêter le 15 juin, c'était le jour de la Saint-Henri, c'était pour les partisans du roi, Du cousin du roi Henri d'Orléans. Le 5 mai, c'était pour commémorer l'ouverture des États généraux. Le 21 janvier, c'était pour commémorer la mort de Louis XVI. Ou le 20 juin, pour célébrer le serment du jeu de paume. En fait, on peut voir qu'il y avait une petite guéguerre entre les républicains, les monarchistes orléanistes. Déjà à cette époque-là. Alors pourquoi une telle imprécision ? Certainement parce que la France de 1880, elle est encore divisée. Il y a d'un côté des républicains qui sont certes majoritaires. La République, elle est depuis pas très longtemps. Pas très longtemps, mais elle est installée en 1880. Et il y a aussi des royalistes légitimistes. Il y a les orléanistes et en plus de ça, il y a des bonapartistes. Qu'est-ce que tu entends par royaliste, légitimiste et orléaniste? Les orléanistes, pas tout, moi. Oui, c'est pas évident. Alors en fait, les orléanistes, c'est ceux qui sont pour les partisans d'Henri d'Orléans, qui était en fait le fils du roi Louis-Philippe, donc ils veulent que ce soit plutôt cette branche qui revienne sur le trône. C'est ce qu'on appelle les orléanistes. Et les légitimistes, ce sont ils veulent que vienne sur le trône de France, si la France devient une monarchie. Le comte de Chambord. Voilà, le comte de Chambord. Voilà, c'est ça. Et les bonapartistes, parce qu'il en existe encore. Donc, on peut dire en fait que la date du 14 juillet, elle va très bien aux républicains, puisque le 14 juillet, c'est le symbole de la fin de la monarchie, en tout cas le symbole du début de la Révolution française avec la prise de la Bastille, et que les monarchistes, eux, ils faisaient plutôt référence à l'année 1790 et à la fête de la Fédération, c'est-à-dire à l'unité de la nation autour du roi, le roi Louis XVI. Vous allez le comprendre, le contexte politique de la Révolution française, il est loin d'être simple. D'ailleurs, on va parler de pas mal de personnages historiques, donc en 1789 et 1790. Donc ne soyez pas étonnés parce que la plupart des personnes que l'on va évoquer n'existeront plus en 1795. Voilà, ils seront soit, dans le meilleur des cas, exilés, mais soit la tête tranchée. Voilà. Alors je vous propose, comme Marty McFly et le Dr Brown, donc Jean-Pierre, oui. tu fais Marty McFly et moi je fais le Dr Brown, si tu veux. Et on va prendre notre machine à remonter dans le temps et on va atterrir 232 ans en arrière pour nous retrouver dans une capitale parisienne à l'ambiance bouillonnante pour essayer de mieux comprendre les événements qui ont conduit à la prise de la prison de la Bastille, qui est aujourd'hui disparue. Je dis bien prison de la Bastille et pas forteresse. Nous allons voir pourquoi. Signe que cette période est riche en événements, en troubles et en répression. Comme je l'ai dit, la plupart des gens finiront guillotinés. Je ferai à chaque fois un petit rappel sur ce que sont devenues les personnes que l'on va citer pendant mon récit. Donc nous voici à Paris, au mois de juillet, début juillet, et il débute sous le signe de la suspicion, ou plutôt des suspicions, parce que le roi, qui n'est pas vraiment un roi très fort, on va dire, il esquive, il louvoie, et il joue pas du tout le jeu de la réunion des États généraux. En fait, on peut dire, volontairement ou involontairement, qu'il souffle sur les braises, ou du moins que ses conseillers les plus radicaux lui demandent de ne pas céder un pouce de liberté. Et face à cela, on a le peuple. Alors, quand on dit le peuple, là, c'est le peuple parisien qui s'inquiète et qui craint un blocus de la capitale. Pourquoi est-ce qu'il craint un blocus ? Parce que, comme nous allons le voir, Louis XVI a demandé à des troupes de venir et de encercler la capitale parisienne. Donc, suite à ça, il y a une inquiétude qui s'empare des Parisiens, et la foule, elle s'en prend alors à un symbole fort de la puissance politique qu'on appelle les barrières d'octroi. Alors en fait, les barrières d'octroi, ce sont des points de passage obligés des marchandises, et c'est aussi et surtout des lieux de récolte de taxes. Ce sont un peu comme des barrières douanières. Ce sont des péages. Voilà, c'est ça. Et donc, bien sûr, de fait, ça augmente la valeur des prix des marchandises qui rentrent, et ça augmente aussi, bien sûr, le mécontentement des marchands, des artisans, et surtout de la classe populaire de la capitale, qui doit, bien sûr, payer plus cher les denrées qui arrivent dans la capitale. En cette fin de 19e siècle, on peut dire que la classe populaire, elle est très nombreuse au faubourg Saint-Antoine, qui a déjà connu une révolte, ça on le sait peu, à la fin du mois d'avril. Le faubourg Saint-Antoine, c'est là où il y a la Bastille. Lors d'un épisode avant-coureur de la Révolution française, qui s'appelle l'affaire Réveillon. Alors rien à voir avec le 31 décembre, mais c'est le nom d'un entrepreneur qui était à la tête de la manufacture royale de papier peint.
Et cette affaire Réveillon, c'était un soulèvement populaire au cours duquel on entendait déjà mort aux riches, mort aux aristocrates, mort aux accapareurs. Et en fait, les accapareurs, ce sont ceux qui étaient accusés de s'accaparer les denrées essentielles, surtout le blé, pour en fait en faire monter les prix. Et ce qui est étrange, c'est que quand on étudie un peu les mentalités du 19e siècle, même quand la population était au courant que c'était une mauvaise récolte, que c'était une mauvaise année, parce que les conditions climatiques étaient compliquées, on accusait toujours les personnes de s'accaparer les biens. Donc c'était quelque chose de très grave. Quand on était accusé d'être un accapareur, généralement, il fallait pas sortir trop le soir parce que on était accusé en fait de faire monter artificiellement les prix. Et pour cette population, on va dire un peu survoltée, il en fallait pas beaucoup pour que la grogne se transforme en révolte. Il fallait simplement une étincelle, et cette étincelle pour embraser le quartier qui était dominé par la prison de la Bastille et qui était aussi symbole de l'absolutisme royal, elle va venir en juillet 1789 et déclenchée par une succession de décisions, alors qui émanent de Louis XVI, décisions impopulaires et ou incomprises, mais aussi par la propagation de rumeurs inquiétantes. L'effet de la rumeur sur la Révolution française, il est très important. Il a d'ailleurs fait l'objet d'une thèse d'un historien qui s'appelle Georges Lefebvre, qui a été le fondateur de l'Institut d'histoire de la Révolution française. Et cette thèse a été intitulée « La grande peur et le complot aristocratique sous la Révolution française ». Déjà au 19e siècle, on avait déjà des complotistes, si je peux reprendre l'expression. Mais reprenons, si vous voulez bien, le cours des événements, jour après jour, au mois de juillet. C'est vrai que nous avons la chance d'avoir une période qui est relativement récente, 1789, donc qui est très bien documentée, qui fait l'objet d'études très régulières, et on a un fonds d'archives qui est très important, donc on connaît très bien cette période de la Révolution. Le 2 juillet 1789, comme je vous l'ai dit, le roi concentre des troupes autour de Paris, dans le but de ramener l'ordre. Le 8 juillet, le député Mirabeau, il demande le retrait des troupes. Je cite, « Les préparatifs de la guerre, en un mot, frappent tous les yeux et remplissent d'inquiétude tous les cœurs. » Et la motion, elle sera adoptée par l'Assemblée nationale constituante le 9 juillet, Assemblée nationale constituante, puisqu'elle doit rédiger la première constitution tout à fait. De la France. À ne pas confondre avec l'Assemblée nationale tout court, là, elle est bien constituante. Suite au serment du jeu de paume du 20 juin. Hein. C'est ça. Le 10 juillet, les électeurs de Paris, alors les électeurs, c'est ceux qui ont pu voter pour les représentants des États généraux, ils se réunissent à l'hôtel de ville pour former ce qu'on appelle une garde parisienne pour maintenir l'ordre et protéger les propriétés. Alors on ramène l'ordre d'un côté, on veut maintenir l'ordre de l'autre. Du côté du roi et des Parisiens, en fait, tout le monde veut le calme et tout le monde craint en fait l'affrontement direct. On peut s'imaginer que c'est une période qui est très tendue. Le 11 juillet, Louis XVI il décide de brusquer un peu les choses et il renvoie Necker, ministre des Finances, qui était d'origine suisse, qui était très populaire, mais malheureusement, qui n'était pas au niveau de la tâche qui lui incombait, qui était celle, on va dire déjà, d'assainir les finances publiques. L'histoire est un éternel recommencement. Pour le remplacer, sont alors nommés donc le baron de Breteuil et un vieux duc qui s'appelle le duc de Broglie, deux aristocrates, on va dire vieille école, dont la seule prise de fonction, elle est idéale pour exciter les foules, tant ils ont des positions conservatrices. Face au renvoi de Necker et à leur remplacement par des aristocrates, on va dire, peu portés sur les réformes, le dimanche 12 juillet, au Palais Royal, Camille Desmoulins, donc, qui va pas faire long feu non plus, voilà, il sort du café de Foix, il monte sur une table, pistolet à la main, et il harangue la foule. Monsieur Necker est renvoyé. Ce renvoi est le tocsin d'une Saint-Barthélemy des patriotes. Ce soir, tous les bataillons suisses et allemands sortiront du champ de Mars pour nous égorger. Les bataillons suisses et allemands, ce sont en fait des mercenaires qui étaient à la solde du roi. Exactement. Il ne nous reste qu'une ressource, c'est de courir aux armes et de prendre des cocardes pour nous reconnaître. La cocarde tricolore. Voilà. L'appel à l'insurrection ne pourrait pas être plus clair. Un cortège se forme alors, la foule prend les bustes de Necker et du duc d'Orléans, qui est en fait le futur Philippe Égalité, qui a été, lors du procès de Louis XVI, un des rares à voter, enfin un des rares nobles à voter voilà, la mort du roi. Et c'est lui qui a fait balancer donc contre vers la mort du roi, puisque ça s'est joué une voix après. C'est ça. Et Robespierre lui a dit « Monsieur, je ne vous en demandais pas autant ». Voilà, tout à fait. Et Philippe Égalité, qui lui aussi finira
guillotiné. Donc parce qu'il est et donc là mais là on n'y est pas encore. Donc la foule elle prend fait et cause pour Necker et pour le duc d'Orléans qu'on juge progressistes. Et on prend leurs statues, on les montre dans les rues. La foule elle devient rapidement très importante. On pense plusieurs milliers d'hommes et de femmes. Et dans l'après-midi du 12 juillet, le baron de Besenval, qui est un proche de la reine, il commande un régiment de garde suisse et un régiment de cavalerie. Et il sent bien que la foule elle veut en découdre. Et il demande à ses troupes de se mettre en ordre de bataille, c'est-à-dire aligner pour empêcher le passage des rues. En fait, c'est du maintien de l'ordre. Donc face à ça, ils reçoivent des insultes, des chaises, des bouteilles. Et pour répliquer, les soldats ils tirent sur la foule pour pouvoir se dégager, en fait, pour pouvoir fuir, on va dire, les émeutes. Alors là, il y a la rumeur qui se propage. Et certains parlent d'un massacre, alors qu'en fait, ces échauffourées, elles furent relativement brèves et limitées. On compte quelques victimes, mais on est loin d'un massacre organisé. Mais dans la nuit, les civils se ruent vers l'hôtel de ville afin d'obtenir des armes et un soutien de la commune de Paris. Toute la journée du 13, la foule, elle est à la recherche d'armes. Donc les armureries, elles sont pillées et le peuple réclame des armes au prévôt des marchands, qui s'appelle Flessel. En gros, l'équivalent du maire de Paris, même Exactement, si c'est pas tout à fait le sens moderne, mais en gros, c'est lui qui s'occupe du ravitaillement de la commune de Paris. Et ce Flessel, il hésite, il tergiverse, et finalement, il refuse. Devant les heurts, parce que bien sûr, les informations circulent plus lentement qu'aujourd'hui, il y a 3000 gardes français qui reçoivent l'ordre de se replier sur Saint-Denis, mais ils refusent et ils se joignent à la foule avec armes et canons. Arrive ensuite le mardi 14 juillet. On va faire un petit anachronisme en disant que c'est le jour de gloire qui est arrivé. C'est la Marseillaise, ça. C'est ça, pour reprendre les paroles de la Marseillaise. Cette journée étant une date fondamentale de notre histoire, nous la connaissons heure par heure, presque limite minute par minute. Donc plongeons-nous au cœur de Paris, ce 14 juillet 1789. À 9h du matin, un cri se fait entendre dans les rues parisiennes. Aux Invalides! L'hôtel des Invalides, c'est bien sûr un hôpital, mais c'est aussi un important dépôt de fusils. La foule court, elle se masse aux alentours de l'imposant bâtiment. C'est vrai que quand on va à Paris, c'est un monument que l'on ne peut pas louper, surtout que maintenant, avec le dôme qui sort doré du tombeau de l'empereur Napoléon, c'est un bâtiment qui est assez majestueux. Et la foule, elle court, elle se masse et elle se rue dans les fossés, parce qu'à l'époque, il y avait des fossés, je crois, qui sont d'ailleurs toujours existants et qui sont pas aussi profonds qu'à l'époque. Et afin de les escalader, donc les Parisiens se mettent les uns sur les autres, sur les épaules, et hop, ils escaladent les fossés. La garnison, qui n'est pas très motivée pour garder les Invalides, elle rend les armes et elle ouvre les grilles. Devant, on pense, une foule estimée à 40 000, 50 000 Parisiens, ce qui est quand même une foule très importante. Et le butin, il est important, puisqu'ils sont pris aux Invalides 32 000 fusils, mais il manque l'essentiel. Il faut maintenant de la poudre, parce que vous savez, et qu'à l'époque, il fallait bien sûr d'un côté les munitions et de l'autre la poudre. Et pour en trouver, il faut se rendre au Faubourg Saint-Antoine, direction la prison de la Bastille. Tout ce petit monde arrive, 10h30. Une délégation de l'hôtel de ville se rend à la Bastille pour demander au gouverneur, qui s'appelle le gouverneur Delaunay, de retirer les canons et de fournir la poudre. À 11h30, les canons sont effectivement retirés, mais la foule, là encore l'importance de la rumeur, elle croit à une manœuvre de diversion. Je vous disais que la rumeur populaire, elle avait des effets sur le cours des événements, et là, elle va vraiment avoir des effets très importants. Donc, les Parisiens demandent à un électeur parisien qui s'appelle Jacques-Alexis Thuriot de négocier avec Delaunay. Les négociations échouent et le gouverneur menace de tirer sur la foule si la garnison, elle est attaquée. À 13h30, la tension est à son comble. Il y a une simple échauffourée et elle est interprétée par les gardes de la Bastille comme une attaque et ils tirent sur la foule. La foule effectue un premier assaut et devant la tuerie qui s'engage, et on a vraiment peur d'un bain de sang, entre 14h et 15h, il y a un prêtre réformateur qui s'appelle Fauché et un ancien officier qui s'appelle Étis de Corny qui tente de calmer le jeu pour éviter que ça dégénère et qu'on se retrouve avec des centaines de cadavres à la fin de la journée. À 15h30, il y a des gardes suisses qui sont bien armés qui arrivent et ceux-ci sont menés par Pierre-Augustin Hulin. Mais eux, ils arrivent pas pour défendre la Bastille, ils prennent fait et cause pour la foule
et ils arrivent en renfort et lancent l'assaut. Ils arrivent avec des munitions, des canons. À 16h, ces canons font céder la porte principale et la cour de la Bastille est envahie. 1h30 après, à 17h30, les défenseurs ne peuvent rien faire, la foule est bien trop nombreuse, et les défenseurs brandissent des mouchoirs blancs en signe de reddition. Il n'y avait pas de drapeau blanc de disponible. Donc la poudre est récupérée, les prisonniers relâchés, et le bilan est d'environ une centaine de morts. À 18h, en fin de journée, le gouverneur Delaunay est transféré à l'hôtel de ville, mais sur le chemin, il ne peut pas arriver à l'hôtel de ville parce qu'il est massacré. Et durant le trajet, le prévôt des marchands Flessel, que j'ai cité plus tôt, est lui aussi massacré. Leurs têtes, elles sont tranchées, portées sur des pics et promenées en ville, un peu comme des trophées. Les horreurs de la Révolution française commençaient. C'est ça, tout à fait. C'était, on peut dire, les premières victimes de la Révolution française. En pleine nuit, à Versailles, le duc de la Rochefoucauld, il réveille Louis XVI et il lui annonce une nouvelle. Et devant la prise de la Bastille, le roi dit « c'est une révolte ». Et la réponse du duc de la Rochefoucauld, elle est rentrée dans l'histoire. Non, sire, c'est une révolution. Cette journée du 14 juillet 1789, elle a eu des répercussions dans tout le royaume. Sa portée, elle dépasse largement celle d'une prise de prison, mais elle est devenue une légende, presque un mythe. La prise de la Bastille, comme je vous l'ai dit, elle est très documentée. Elle a fait l'objet de nombreuses études grâce à des archives multiples. Il est vrai que quand la prison de la Bastille a été donc prise et pillée, généralement on jetait les archives par les fenêtres et il y a des Parisiens qui ont pris ces archives pour après les revendre. C'était on va dire un business déjà, même si on leur a demandé de les rendre gratuitement pour pouvoir faire des études juste après. En 1789, la Bastille, c'est plus une forteresse depuis le règne de Louis XIII. Et lorsqu'elle était forteresse, la Bastille, elle a la particularité d'avoir toujours cédé aux assauts. D'ailleurs, ces tours, les tours de défense de la Bastille, elles n'étaient pas tournées vers l'extérieur de la capitale, mais plutôt vers l'intérieur, parce qu'on avait toujours peur des révoltes du bouillonnant faubourg Saint-Antoine. C'est quelque chose d'assez récurrent. D'ailleurs, son existence était l'objet de débats, et puisque ce n'était plus une forteresse, mais une prison, on se posait d'ailleurs la question de son utilité, et il y a même un projet royal qui prévoyait sa démolition dès les années 1790. À la place, on avait prévu a été démoli une forteresse du côté de Vincennes. Et en fait, les historiens pensent que si, au lieu de Vincennes, on avait démoli la forteresse de la Bastille, il n'y aurait pas eu de prise de la Bastille, et le cours des événements aurait été tout autre. L'histoire en aurait été changée, voilà. Une fois de plus. On a une image de la Bastille comme un lieu de détention lugubre. On se souvient de l'histoire de l'homme au masque de fer. On nous décrit un lieu de détention abominable, symbole de l'arbitraire royal, ce qui est vrai, et bien sûr des lettres de cachet. Lettres de cachet, c'était des lettres que recevaient les Français, et sans explication, ils étaient, on va dire, embastillés. Mais la Bastille, c'était pas la seule prison royale, il y en avait d'autres dans toute la France. Et d'ailleurs, les prisonniers de la Bastille expliquaient qu'ils étaient plutôt bien traités à la prison de la Bastille. C'était plutôt une prison pour plutôt un peu de luxe. Un peu de luxe, voilà. VIP, comme voilà, VIP. D'ailleurs, au sort du 14 juillet, on libère 7 prisonniers seulement. Donc il y a 4 faussonniers. Les faussonniers, c'était des vendeurs de sel qui n'ont pas payé la taxe de la gabelle. Un libertin, alors ce n'était pas le marquis de Sade, qui lui a changé de prison quelques jours avant les événements. Et 2 aliénés qui ont été érigés en héros du peuple, mais ils étaient totalement perdus. Les pauvres étaient fous et n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'on les traînait en procession dans la rue. Enfin, ils étaient même très surpris. La Bastille, elle sera démolie à partir du 15 juillet. On perd pas de temps. Et si vous avez l'occasion de jeter un œil à la peinture d'Hubert Robert qui s'appelle La Bastille au premier jour de la démolition, on peut voir que c'est quelque chose de très organisé. Et le chantier se terminera en 1806. Les pierres, elles servirent à construire un pont, baptisé pont Louis XVI. Alors c'est bizarre parce qu'on prend la Bastille pour faire un pont baptisé Louis XVI, mais le pont Louis XVI en fait a été lui aussi redébaptisé pour être rebaptisé pont de la Concorde. D'autres pierres, elles furent sculptées comme des petites Bastilles miniatures et elles ont été envoyées dans des lieux officiels, dans certaines mairies, et des répliques sont exposées au musée Carnavalet de Paris, qui est le musée de l'histoire de Paris. Seules quelques reliques de la Bastille subsistent aujourd'hui. Il existe une fondation d'une tour, un morceau de mur du fossé et
bien sûr, ce qui nous reste le plus, c'est le marquage au sol sur la place de la Bastille pour indiquer le tracé de l'édifice. Et je crois maintenant, Jean-Pierre, avant de passer à notre deuxième 14 juillet, qui est celui du 1790, qu'on va avoir une petite pause musicale. Une petite pause parce que tu nous en as déjà beaucoup dit sur les prémices de cette Révolution française, sur l'histoire du 14 juillet 1789. On va passer au deuxième 14 juillet et on va faire une synthèse de tout ça. Mais avant ça, comme tu l'as dit, on va faire une pause musicale, d'ailleurs avec un titre qui est très bien adapté à la circonstance. Allez, on se retrouve dans 3 minutes et quelque chose. À tout de suite, les amis, restez bien sur Radio Grand Lac. À tout de suite. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Nous revivons des grands événements grâce à notre ami Julien et aujourd'hui nous parlons du 14 juillet puisque nous sommes le 9, donc c'est dans 5 jours, nous allons célébrer la fête nationale. Donc nous avons fait tous les prémices de cette prise de la Bastille du 14 juillet 1789, mais on va voir qu'il y a un autre 14 juillet. Julien, tu as la parole tout de suite. Alors, chers auditeurs, cher Jean-Pierre, après avoir relaté les événements du 14 juillet 1789, nous allons reprendre notre machine à remonter dans le temps et nous allons nous rendre toujours à Paris, toujours un 14 juillet, mais celui de l'année 1790, et nous allons prendre la direction du Champ de Mars. C'est là où il y a la Tour Eiffel actuellement, pour c'est ceux ça, qui ne connaissent pas. En face de l'école militaire, le Trocadéro. Tout à fait. Voilà, c'est une très belle perspective parisienne. Donc cette année 1790, elle se déroule dans un calme relatif, même si des troubles éclatent ici et là. Des révoltes populaires nées de la crise économique qui est toujours là, ou des révoltes religieuses entre catholiques et protestants. On va dire, c'est malheureux, mais c'est du classique dans le royaume de France de cette période. Des gages ont été donnés aux révolutionnaires. Alors là, on va citer des dates très célèbres. L'abolition des privilèges dans la nuit du 4 août 1789. Rien que cette nuit pourra faire l'objet aussi d'une émission entière, tellement c'est incroyable comme cette date a été un marqueur aussi fondamental de l'histoire de France. Le retour du roi au palais des Tuileries, les 5 et 6 octobre 1789. Avant, le roi était au château de Versailles, et donc là, il décide de se rapprocher. Il décide. On lui met la pression pour qu'il se rapproche des Parisiens, voilà. À contre-cœur. Un peu à contre-cœur, voilà. Et aussi le vote de la constitution civile du clergé, le 12 juillet 1790. Ou c'est mauvais, ça. C'est très proche des événements que l'on va relater. La constitution civile du clergé, en fait, on demandait aux ecclésiastiques de prêter serment. En 1790, la vie politique, elle s'organise, elle s'improvise, on va dire qu'elle s'apprivoise, avec la création de journaux. Donc il y a des journaux monarchistes, alors bien sûr, ça s'invente pas, hein, l'Ami du roi, ou révolutionnaire. Et pareil, le nom, on comprend tout de suite. Donc, le journal révolutionnaire de Camille Desmoulins, c'est Révolution de France et du Brabant. Et Marat, l'ami du peuple, Marat, lui aussi. C'est Jean-Paul. Voilà, Jean-Paul Marat, qui va finir assassiné dans sa baignoire par Charlotte Corday. Il y a des clubs, des sociétés de pensée qui fleurissent à Paris et aussi en province. Et on voit apparaître un mouvement nouveau en France, qui est toujours présent aujourd'hui, qui est le mouvement de l'opinion publique. C'est vrai qu'on commence à penser, à s'exprimer. Il est dangereux celui-là parfois. Tout à fait. Les partis politiques au sens où on l'entend n'existent pas. L'Assemblée constituante, encore, elle est composée des héritiers des anciens ordres, la noblesse, le clergé, le tiers-état. Le tiers-état, il ne faut pas que vous pensiez que ce sont des personnes issues de basse... Non, c'est avant tout des bourgeois aisés, des avocats, des notaires. En fait, ce sont des personnes qui étaient frustrées de ne pas avoir accès à la noblesse et qui méritaient tout autant d'y parvenir par leur mérite et pas par leur naissance. En fait, c'est tout là l'enjeu de la Révolution française. La Révolution française n'est pas issue de la volonté du peuple de basse classe, mais c'est surtout issu de la bourgeoisie, voilà, les commerçants, les avocats, les notaires, tout ce qu'on va dire un peu une classe intermédiaire et qui parfois était même plus riche, plus puissante que la noblesse, que certains nobles, et qui n'avait pas accès à ce rang prestigieux et qui devait quand même payer des impôts, etc. On assiste en 1789-1790 à une rationalisation de la société, dont l'exemple majeur, il est administratif, c'est la création des départements. En fait, l'objectif était de créer des départements et que pour les relier, il fallait relier chaque préfecture en une journée
à cheval, bien sûr. Il n'y avait pas d'autre moyen de locomotion à l'époque. Du côté des finances, par contre, la situation elle est toujours aussi grave. Necker, qui est encore aux affaires, il est revenu le 16 juillet 1789. Il n'arrive pas à améliorer la situation. Les caisses, elles sont vides et les effets des réformes tardent à se faire sentir. D'ailleurs, petite colle, Jean-Pierre, est-ce que tu sais quel moyen a été trouvé pour essayer de rétablir les finances publiques ? Alors, attends, voir. C'était pas prévu, là je le prends un peu à défaut. Tu sais, je suis en pleine sieste, là. Non, bah oui. Non. Dis-moi. Et on va dire la loterie nationale. La loterie, d'accord. Voilà. D'accord. C'est un des moyens qui a été trouvé. Et d'ailleurs, à l'époque. Collé, je suis désolé. Tu m'as collé. J'ai eu comme ça une illumination. Ça te payera très cher. Donc la loterie nationale qui servira à renflouer les caisses de l'État. Les Français étaient déjà à l'époque très fervents de jeux comme aujourd'hui. Mais cette situation économique que l'on peut qualifier de critique, elle n'empêche pas les préparatifs de la fête de la Fédération, qui doit accueillir des délégations issues des 83 départements et même de certaines colonies. La délégation attendue est estimée à peu près 14 000 membres. Et pourquoi donc célébrer ce 14 juillet 1790, qui correspond à l'anniversaire de la prise de la Bastille ? Pour les révolutionnaires, il est nécessaire de faire oublier la journée sanglante de 1789, et il faut que la journée de la prise de la Bastille, elle soit un peu édulcorée de sa violence, comme on l'a vu, avec des têtes qui ont été mises sur des pics, trimballées un peu dans les rues. Enfin, il faut que la Révolution française, elle doit devenir respectable, et elle doit surtout intégrer le roi aux festivités pour retrouver une concorde. Alors c'est vrai qu'à Paris, on a la place de la Concorde, le pont de la Concorde. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui est prégnant à Paris. Les monarchistes, eux, ils souhaitent créer un mouvement autour du roi, donc un mouvement populaire autour du roi. La notion française, elle doit se donner une image moderne de rassemblement autour du souverain. Et divers témoignages nous sont revenus de cette journée, dont celui de l'auteur très célèbre, Madame de Staël, qui était en fait la fille du ministre Necker. La fête de la Fédération se déroule sur le Champ de Mars. C'est en fait une immense fête publique qui est organisée. Et pour l'occasion, bien sûr, on fait des travaux, des préparatifs. Il y a un immense arc de triomphe provisoire de 25 mètres de haut qui a été dressé et qui domine l'ensemble de l'esplanade. Pour accueillir ce qu'on appelle l'hôtel de la patrie, il y a une colline artificielle qui a été créée, de même qu'un amphithéâtre provisoire, lui aussi, pour permettre les manœuvres de 50 000 hommes en armes. C'est énorme. On voit vraiment les choses qui ont été faites pour cette fête de la Fédération. Énorme. On fait vraiment fi de la situation économique et on n'hésite pas de mettre les petits plats dans les grands. Bien sûr, outre l'armée et la cour qui est là, il y a le clergé qui était bien sûr représenté. Et il sera déjà là, on va dire, Talleyrand, qui lui, par contre, va passer les années, va passer les régimes. Les régimes, presque les siècles. Quasiment, voilà. Il sera là pour officier et célébrer la messe devant 200 prêtres qui arborent, bien sûr, la ceinture tricolore. Lafayette, alors, si je vous dis Lafayette, bien sûr, vous me dites indépendance des États-Unis, voilà, qui était vraiment hyper populaire en France à l'époque. Il vient un peu en vedette américaine, si on peut dire. Il arrive sur un cheval blanc et il jure fidélité au roi, à la nation et à la loi. Le président de l'Assemblée nationale constituante y prête à son tour serment pour l'ensemble des députés présents. Cette fête, elle se veut avant tout unitaire, comme l'évoque le célèbre historien Michelet dans son Histoire de la Révolution française. Je cite, « La fraternité a aplani tous les obstacles, toutes les fédérations vont se confédérer entre elles, l'union tend à l'unité. » C'est ensuite au tour de Louis XVI, qui lui aussi finira guillotiné, qui siège à côté des députés et de la cour, de prendre la parole devant une foule silencieuse. « Moi, roi des Français, je jure d'employer le pouvoir que m'a délégué l'acte constitutionnel de l'État à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par moi. » Intéressant cette déclaration de Louis Complètement. XVI, parce qu'il n'est plus roi de France, il est roi des Français et il y a une constitution, il n'est plus dans la monarchie absolue. C'est ça, il n'est plus dans la toute-puissance, il doit maintenant faire avec l'Assemblée nationale et bien sûr la Constitution qui est en cours de rédaction. Il promet aussi de maintenir et de faire exécuter les lois
Et c'est vrai on voit le changement qu'il y a eu par rapport à Louis XIV quand il prend le pouvoir, quand il dit l'État c'est moi. Là, on a vraiment changé de registre, même pas 2 siècles plus tard. La reine Marie-Antoinette, qui finira elle aussi guillotinée, Très mal. montre alors le dauphin, le jeune Louis, qui finira aussi malheureusement très malade, emprisonné à la prison du Temple, enfin qui finira triste fin, oui vraiment. Et elle montre le jeune Louis à la foule qui applaudit fortement malgré la pluie, comme nous l'indique la chronique. Sont présentes 900 000 personnes qui dansent dans Paris et la joie se propage à l'ensemble du royaume, notamment la ville de Lyon, qui organise aussi des festivités majestueuses. Donc le 14 juillet 1790, ce n'est pas seulement à Paris, mais c'est aussi dans tout l'ensemble du royaume. Et enfin, pour clore cette fête unique, ce premier anniversaire de la fête de la Bastille, 40 pièces de canon se firent entendre. À l'issue des cérémonies officielles, la journée se poursuit dans les jardins de la Muette. C'est aujourd'hui le jardin de Ranelagh, dans le 16e arrondissement, par un banquet géant de 22 000 couverts. Ça fait du monde. Ça fait du monde, suivi d'une grande fête populaire dans toute la capitale. Les Parisiens y se retrouvent sur les ruines de la Bastille pour danser, porter des toasts et chanter des chants célèbres. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. La Carmagnole, voilà. ou des La choses comme ça. Carmagnole, voilà, des chants qui sont devenus très courants, que l'on étudie d'ailleurs. Enfin, moi, je sais que j'avais étudié ces chants au collège en cours de musique. On assistera même à un lancer d'aérostats, qui était en fait les ancêtres du ballon dirigeable. Cette grande fête populaire, elle ne durera pas qu'un jour, mais elle durera jusqu'au 18 juillet. Et si on fait un petit rappel avec le 14 juillet d'aujourd'hui, on a des manœuvres militaires en 1790, on a aujourd'hui le défilé des armées sur les Champs-Élysées. On a eu une prise de parole du roi. Aujourd'hui, on a une allocution présidentielle. On a une grande ferveur populaire en 1790 que nous retrouvons encore dans nos villes, villages. Quand je vous ai parlé des fêtes populaires, des feux d'artifice. En fait, l'héritage contemporain du 14 juillet, nous le devons plus à celui de 1790 qu'à celui de 1789. Bien sûr, en 1790, il y avait déjà la presse qui s'est faite l'écho de cette journée, notamment la presse proche des idées de la Révolution, dans un journal intitulé Le Patriote français. Alors, il faut s'imaginer à l'époque qu'il y avait foison de journaux, c'était le seul moyen d'information. Alors, il faut pas penser qu'à l'époque la population était illettrée, en tout cas pas la population parisienne qui était citadine. J'en fais pas une généralité, puisque dans l'ensemble du royaume, bien sûr, la France étant très majoritairement rurale, il n'y avait pas un accès facilité à l'information, mais à Paris, il y avait des quantités astronomiques de journaux, et bien sûr, les journaux coûtaient très peu cher. Et donc, c'est un peu comme dans les films, on prenait les journaux au coin de la rue, en fonction de sa sensibilité. Si on était plutôt monarchiste, eh ben, on prenait le journal monarchiste. Si on était plutôt révolutionnaire, on prenait les journaux comme Le Patriote français, qui consacre l'union et qui rapporte « Le peuple qui bénissait la Révolution nous serrait la main et nous encourageait », rapporte le journaliste qui était présent le 14 juillet 1790. Le journal La Révolution de Paris, alors lui c'était bien sûr un journal révolutionnaire, regrette quant à lui qu'à aucun moment un hommage ait été rendu aux vainqueurs de la Bastille. Marat, qui était aussi journaliste, pointe de son côté du doigt « Les fripons qui manient les grandes affaires ne rêvent que de prospérité et nagent dans l'opulence ». Une attaque à peine voilée contre les aristocrates. Vous le constatez, même si cette fête fut un très grand succès populaire, les, entre guillemets, puristes de la Révolution étaient encore critiques, le mot est faible, vis-à-vis du roi et de ses soutiens. On va dire surtout de ses soutiens. On accusait en fait le roi d'être toujours mal entouré, mal conseillé. C'est quelque chose que l'on revoit encore aujourd'hui, où nous avons souvent des attaques en règle contre le président, mais on s'en prend surtout au ministre, à son entourage. Et à l'époque, c'est pareil. Le roi était une personne très populaire à l'époque, mais on peut se poser une question, c'est pourquoi après une telle démonstration populaire d'adhésion au roi, à la figure du roi, la monarchie, elle s'est effondrée
dès septembre 1792. Et oui, parce que là, les événements vont quand même très vite. Très très vite, oui. Ils vont très très vite. Le peuple, il était en fait attaché à la personne du roi, qui était un peu une figure tutélaire de la France. Et puis, qui représentait quand même plus de 8 siècles d'histoire de France. Tout à fait, oui, depuis Hugues Capet, et même avant les Mérovingiens. Oui. Mais depuis Hugues Capet, depuis même les Carolingiens et tout, 987, ça fait 700 ans, 800 ans qu'il y a un roi en France. C'est ça. On ne pense pas à autre chose. On ne pense pas à autre chose. D'ailleurs, ils sont très peu à penser à autre chose. Le roi est encore une figure incontestée et incontestable en 1790. Louis XVI, c'est le descendant de Louis XIV. À l'époque, la France, elle dominait l'Europe, elle dominait le monde en fait. Les cours parlaient français, la langue officielle étrangère, c'était le français. On a du mal à s'imaginer aujourd'hui l'impact de la France dans le monde de cette fin du 19e siècle, mais c'était considérable. La France rayonnait au niveau des arts, au niveau de l'architecture, au niveau de la culture, au niveau de la langue. Voilà, de la langue. Si je vous cite des auteurs ultra célèbres, et ben c'est des auteurs qui ont été aidés par le souverain, par le roi de France. Alors certes, Louis XIV, mais ce sont des images très importantes de la culture et qui ont été là grâce au roi. Quand je vous parle de La Fontaine, dont c'est le 400e anniversaire de la naissance hier, je crois, et ben Louis XIV. Corneille, Racine, Molière, bien sûr. Voilà, ce sont des figures qui les sont Le Nôtre, les Louvois, les Vauban, Lully, voilà, Vauban. Enfin, voilà, ce sont c'est ce qu'on appelle le grand siècle français, c'est le siècle de Louis XIV. Et bien sûr, Louis XVI est héritier de tout ça. Enfin, il y a un faste et un luxe autour de la cour du roi de France qui est impressionnant. Et même si le peuple est contre un peu ce faste, la figure du roi, elle, est très peu critiquée. Le peuple était attaché à la personne du roi, c'était son roi, beaucoup moins à celle de la reine, qu'on appelait l'Autrichienne. Louis XVI, c'était en fait un roi sans grande envergure, il était très influençable. On peut dire que c'était pas Louis XIV, il n'était pas fait pour être roi. Voilà. Toi, il était serrurier. Serrurier, voilà, il était passionné par les serrures. Lui, tout ce qui était les technologies, c'est ça, la technique. L'horloge, il était très passionné par la géographie. Et il avait décidé de suivre la frange la plus conservatrice de son entourage, qui ne voulait plus rien céder aux révolutionnaires. Vous imaginez bien que les membres de la cour, les aristocrates, les marquis, les ducs, les princes, avaient déjà beaucoup perdu, et pour eux, il ne fallait plus rien céder à la révolution. En fait, la relation entre le roi, les députés et le peuple, elle se délitait petit à petit, irrémédiablement, si on peut dire. Et le point d'orgue de cette césure, elle survient le 21 juin 1791, avec l'arrestation de la famille royale à Varennes. Mais ça, Jean-Pierre, c'est une autre histoire. Merci Julien pour cette évocation du 14 juillet 1789, du 14 juillet 1790, qui sont maintenant célébrés, qui seront célébrés dans 5 jours dans notre pays. Oui, la fuite à Varennes, on pourrait également en parler. On pourrait en consacrer une émission du mois de juin. Peut-être que en 2022, au mois de juin, tu pourrais nous faire quelque chose sur la fuite à Varennes. On verra tout ça. Moi, alors, merci déjà encore une fois pour tout le travail que tu as fait. Et puis, c'est toujours passionnant quand c'est toi qui parles. Merci. Une question, à part le 14 juillet, est-ce que la France, dans son histoire, a connu d'autres fêtes nationales? Alors oui, Jean-Pierre, on l'a vu, la date du 14 juillet a été choisie en 1880, et auparavant, il y a eu plusieurs fêtes nationales. Entre 1793 et 1803, on fêtait la fête de la fondation de la République, et on la célébrait le 1er Vendémiaire. Alors en fait, c'était soit le 22, soit le 23, soit le 24 septembre. Ça dépendait des années. Voilà. Parce que vous savez, le calendrier révolutionnaire n'était pas le même que le nôtre. Donc, une journée du calendrier révolutionnaire pouvait correspondre à plusieurs dates du calendrier classique. Entre 1806 et 1814, donc on est sous le Premier Empire. La fête nationale était le 15 août, qui était le jour de naissance de Napoléon Ier, bien sûr. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. L'historien britannique Sudhir Azarenzik, il m'excusera si je prononce mal son nom, il a d'ailleurs écrit un ouvrage qui s'appelle « La Saint-Napoléon, quand le 14 juillet se fêtait le 15 août ». Après 1815, on est sous le régime de la Restauration, et la fête nationale est le 25 août. Ah bah c'est la Saint-Louis. La Saint-Louis, c'est ça. En hommage au roi de France, bien sûr. Au 16, au roi de France. Bien sûr. Et aussi à Louis XVI, qui a été le dernier roi guillotiné.
En 1824, sous Charles X, on fête la fête nationale le 24 mai, qui est le jour de la Saint-Charles. Et aussi, sous le Second Empire, donc Napoléon III réinstaure une fête nationale le 15 août. D'accord, donc on voit qu'au cours de notre histoire, on a eu plusieurs fêtes nationales, plusieurs jours pour célébrer la fête du pays. Et maintenant, donc depuis déjà quelques années, depuis quelques décennies, on est habitué, comme tu en parlais au début, donc la célébration du 14 juillet, la célébration plutôt populaire le 13 juillet au soir, puis plutôt protocolaire et étatique, je dirais, le 14 juillet au matin, avec notamment le défilé militaire. Et c'est vrai qu'en 2021, la dernière guerre mondiale, elle remonte quand même à plus de 70 ans. On se demande pourquoi, enfin, on peut se demander pourquoi il y a encore un défilé militaire. Est-ce que la France est un des seuls pays à organiser un défilé militaire lors de la fête nationale? Alors la réponse, Jean-Pierre, est oui. La France est l'un des rares pays à organiser. Et pourquoi cela? Un défilé militaire. Alors, en tout cas, dans les pays démocratiques, les républiques, il y a bien sûr des défilés militaires dans d'autres pays, type Corée du Nord, oui. type on va dire gouvernement autoritaire, mais dans les républiques, c'est très très rare. Et il faut là encore remonter à la loi de 1880. Si on revient en arrière, on sera en 1880, on est 10 ans après la défaite militaire de 1870 à Sedan, et il fallait, pour la Troisième République, démontrer le renouveau de la puissance militaire de la France. Il fallait démontrer ce renouveau de la puissance militaire de la France à un pays bien particulier qui était l'Allemagne, voilà. Et donc on organisait un défilé qui réunissait plusieurs dizaines de milliers de spectateurs, mais là sur l'hippodrome de Longchamp. Après plusieurs changements de lieu et des annulations, alors surtout bien sûr entre 1940 et 1944, le défilé tel que nous le connaissons, il a été stabilisé depuis 1980. Le tracé Champs-Élysées, voilà. Avant, c'était la Bastille. Hein. Voilà, c'est ça. Il y a eu plusieurs tracés. Ce défilé du 14 juillet, il revêt une importance diplomatique importante, avec l'invitation de délégations étrangères. Alors, on a des visites qui restent encore en mémoire. Est-ce que vous vous souvenez, dans les années, je crois que c'était 2007-2008, ou pour la fondation de l'Union pour la Méditerranée, le président Sarkozy avait invité notamment Bachar el-Assad. On a des souverains étrangers qui viennent, notamment pour se commémorer des années particulières. Et c'est vraiment un moment diplomatique important. Et ça permet bien sûr aux chefs d'État étrangers invités de voir un peu l'armée française dans sa splendeur, avec les nouveaux chars, les défilés de la patrouille de France, etc. En 1994, pour le 50e anniversaire du débarquement de Normandie, on a pu assister à la venue de troupes américaines. En 2004, c'était le centenaire de l'entente cordiale entre la France et les Anglais. Nous avons invité, avec le Royaume-Uni, nous avons invité l'armée britannique. Et pour rendre hommage aussi à des corps spécifiques. Par exemple, le 14 juillet 2002, j'y étais. On a pu assister à la venue des pompiers de New York pour rendre hommage 10 mois après leur action lors des attentats du 11 septembre à New York. Une vraie ferveur ce jour-là, quand on a vu les pompiers de New York. C'était vraiment très impressionnant. Eh bien, merci Julien. Donc, on sait maintenant, on en sait plus et on abordera le 14 juillet, mercredi prochain, d'une toute autre façon. Tout à fait. Est-ce que tu as encore une petite chose à nous dire? Sur le 14 juillet? Sur le 14 juillet ou sur autre chose? Eh bien, nous arrivons bientôt au terme de notre programme. C'est vrai. Alors, avant de vous parler du programme du mois prochain, alors j'espère que vous avez pu constater que si vous entendez votre fils ou votre fille qui sort de l'école primaire et dire maman, papa, je sais ce qu'on célèbre le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille, vous pourrez lui dire oui, mon fils, nous célébrons bien la prise de la Bastille, mais pas seulement. Mais pas que ça. C'est avant tout la fête de la Fédération autour du roi. Et c'est vrai que nous, contemporains, nous l'avons oublié. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont pris cette loi en 1880, le fait d'avoir une union, d'avoir un peuple réuni autour de son roi, c'était quelque chose de très important, mais en fait, c'était pas vraiment autour du roi. Il fallait que le peuple soit uni, parce qu'il y avait des enjeux à venir, qui étaient en fait la revanche contre l'Allemagne, et il fallait que la France soit unie derrière cet objectif. Et d'ailleurs, on voit que 24 ans après, malheureusement, ce sera le déclenchement de la Première Guerre mondiale,
et on va exacerber les sentiments patriotiques, et on va aussi faire une union nationale, une union des politiques et du peuple français autour d'une cause commune qui est celle de la défense du territoire, et outre la défense, qui est celle aussi de récupérer les territoires perdus en 1870, qui étaient l'Alsace et la Moselle, pour se venger de l'affront de 1870. Et c'est vrai que si on n'arrive pas à se mettre dans le contexte de la fin du 19e siècle, on n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que la fête de la Fédération était plus importante que la prise de la Bastille. Bien sûr. Car la prise de la Bastille, c'était un événement qui divise, puisqu'on a vu que c'était un événement sanglant. Voilà. La fête de la Fédération où on réunit le roi, la nation et la loi fait partie de ces jours où les Français ont été heureux. Tout à fait. Selon Hervé Guémard, dans son livre, puisque voilà, on arrivait à réunir autour du roi le peuple, la nation dans ce qu'elle a de plus noble, dans ce qu'elle a de plus beau, et puis également la loi, donc les représentants de la nation. Et en fait, c'était la concorde parfaite. C'est ça. Tout à fait. C'était vraiment qui aurait pu marcher. Qui aurait pu marcher s'il n'y avait pas eu peut-être la fuite à Varennes, s'il n'y avait pas eu les trahisons, s'il n'y avait pas eu des événements après. Mais ça, c'est une autre histoire. Fuite de Varennes, Jean-Pierre, parce que ce qui est étrange, c'est que quand on regarde la fuite du roi à Varennes, en fait, le roi a été l'un des rares de la famille royale à prendre la direction de Varennes, l'Est, si vous voulez. Les autres ont pris plutôt le Nord, direction la Belgique. Ouais. Et ceux qui ont pris la direction du Nord, eux, ils s'en sont sortis, n'ont pas été arrêtés, ils ont été exilés, ils ont pu revenir au pouvoir. Louis XVIII, Charles X, voilà. Et Louis XVI, malheureusement, n'a pas eu de chance. Louis XVI, il n'a pas eu de chance. Voilà, c'est ça. Et je pense il n'a pas eu une bonne étoile, voilà. Il n'a pas été né à la bonne période. Tout à fait, il n'était pas fait pour. Il aurait été roi, peut-être à la place de son grand-père, de son grand-père Louis XV. On n'en serait peut-être pas là. Tout à fait. Comme le dit le titre de notre émission, ça, c'est une autre histoire. Tout à fait. Au mois d'août, on te retrouve pour parler de quoi, Julien ? Alors, le mois prochain, vendredi 13 août, alors j'espère que ça va pas nous porter... 13 août. 13 août, oui. Nous allons changer complètement de registre et de thème, puisqu'on parlera cinéma, et plus particulièrement de science-fiction à l'occasion du 40e anniversaire de la sortie d'un film, alors qui en fait, c'est plus qu'un film, il a aussi un mythe qui a bouleversé le 7e art, qui a bercé... alors je sais pas si ça a bercé ton enfance, Jean-Pierre, mais moi en tout cas... Pas plus que ça. Ça a bercé la mienne, jusqu'à aujourd'hui, aux grandes dames de mes proches, puisqu'on va célébrer les 40 ans de la sortie de l'Empire contre-attaque, l'épisode 5 de Star Wars. Mais nous allons pas parler que de ça, bien sûr. Nous allons évoquer comment et pourquoi cette saga est devenue un mythe. Et nous parlerons des pères de la science-fiction, donc Georges Méliès pour le cinéma, et pour la littérature, le français Jules Verne. Et donc, nous verrons pourquoi est-ce que la science-fiction est aujourd'hui importante. Et il y a toujours, bien sûr, des aspects très intéressants de politique à travers la science-fiction. Et c'est ce que nous verrons à cette occasion le 13 août. Alors, le 13 août, encore un programme particulièrement bon, puisque nous parlerons bien sûr histoire, mais nous parlerons culture, nous parlerons cinéma, puisque nous fêterons le 40e anniversaire de la sortie du film Star Wars. Et nous parlerons en même temps de Georges Méliès, de Jules Verne. Ouais. Ça va être encore un bon moment de culture. Et puis nous évoquerons aussi des passages très célèbres du film. Luc, je suis ton père. Enfin, voilà, nous verrons. Tu vas en parler avec passion. Avec passion, tout à fait. Je vois déjà ton œil qui pétille. Tout à fait. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, c'était donc votre programme C'est une autre histoire avec notre ami Julien, qui vous a parlé du 14 juillet. Cette émission sera disponible en podcast dans les prochains jours. On va laisser une bonne dizaine de jours à notre bénévole Yannick pour faire ce boulot remarquable. Et donc, vous pourrez retrouver cela sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. D'ici là, restez bien sur les programmes. Je vous rappelle que demain soir, nous avons une grande soirée puisque notre ami Hugo Magnien et son équipe recevront de 19h à 20h dans l'heure du kiff Adair. Adair, c'est un comédien, c'est un acteur qui est depuis avant-hier soir dans la série Demain nous appartient. Donc voilà, vous le voyez tous les soirs à la télévision et sa première interview, sa première présence en studio après donc son entrée dans le casting de cette série, il l'a réservé pour Radio Grand Lac qui sera en direct dans notre studio demain soir de 19h à 20h. Puis ensuite 21h30, 23h30 bien sûr Corentin et son équipe pour 120 minutes actu. Dimanche matin 10h à 11h, l'accordéon c'est ma passion, je ne serai pas en direct mais vous aurez bien une heure complète d'accordéon avec les plus grands. Le soir de 18h à 19h, nous aurons également Azertim, avec
Valentin. Puis émission exceptionnelle lundi à 11h30 pour présenter l'événement Lac Vert qui est organisé à Aix-les-Bains le week-end du 17 et 18 juillet. Lundi 12 juillet à 11h30 sur le 92.1 radiograndlac.com. Bon après-midi à toutes et à tous. À bientôt Julien. À bientôt Jean-Pierre, à bientôt, merci à tous. Au mois prochain. D'ailleurs, Jean-Pierre, tu parlais de Ader, mais ça me fait penser que en 2021, nous avons fêté un anniversaire qui a pas été bien relayé par les médias, puisque c'était les 180 ans de Clément Ader, voilà, qui est le pionnier de l'aviation. Donc je pense qu'on fera une émission aussi sur Clément Ader et puis sur les origines de l'aviation en France. Donc, on attend ça avec impatience. Merci beaucoup Julien. Bon après-midi à toutes et à tous. Merci, bon après-midi. Restez connectés sur la playlist musicale que vous adorez de Radio Grand Lac sur radiograndlac.com et bien sûr entre Rumilly, Pontcharrat, Montmélian, la Combe de Savoie, sur l'agglomération aixoise et chambérienne, 92.1 FM. Allez, bon après-midi à toutes et à tous et vive Radio Grand Lac.